Allez, on allume les lumières, on se boit un petit café bien chaud, et puis on prend un petit Doliprane, c'est parti. Eh bien, salut à tous, c'est Victo alias Vic et bienvenue dans mon home studio. Dans cette nouvelle série de vidéos, j'ai décidé de vous parler d'Ableton Live et en particulier des effets et aussi des instruments qui le composent. Tout simplement parce que je suis convaincu que lorsqu'on apprend la base des outils, c'est comme ça qu'on devient meilleur en enregistrement, en production musicale, en sound design et pourquoi pas en mixage. Et aujourd'hui, nous allons parler d'Utility. Utility, comme son nom l'indique, est un utilitaire qui a été créé dans l'optique de manipuler le signal audio entrant sur une piste. Utility est d'ailleurs l'héritage numérique de fonctions qu'on pouvait trouver sur des consoles de mixage comme sur cette SSL 4000. Que vous utilisez live pour enregistrer des signaux via des micros, faire du son à l'image, de la production ou du mixage, Utility sera votre couteau suisse. Grâce à Utility, vous pourrez changer la polarité de la phase d'un signal par canal stéréo, ça on va voir ça ensemble. Vous allez pouvoir écouter un seul canal d'un signal stéréo ou inverser les canaux, et je vais vous expliquer pourquoi c'est pratique. Vous allez pouvoir gérer la largeur de votre signal stéréo, donc le rendre mono ou très large. Vous allez pouvoir également gérer le volume du signal avec le gain, gérer la panoramique de votre signal et aussi régler les problèmes de composantes continues et de fréquences inaudibles, et nous verrons aussi de quoi il s'agit. Du coup, dans cette vidéo, nous allons aborder chaque fonction d'Utility et je vais essayer de vous donner un petit exemple à chaque fois. Mais pour pouvoir bien comprendre tout ça, dans un premier temps, je vais vous expliquer ce qu'est un signal audio, comment il est représenté dans Live, et je vous montrerai aussi comment je fais, moi, pour déceler les fameux problèmes de phase lors du mixage. Et je vais ensuite vous montrer certains usages d'Utility qu'on peut se servir lors de sound design et aussi lors de la phase du mixage. Allez, on y va pour les explications, c'est parti. Si vous regardez avec moi Utility que je viens d'ajouter sur une piste audio, qu'est-ce que vous voyez? On va commencer par trouver deux boutons. Ces deux boutons sont des boutons qui vont vous permettre d'inverser la phase, et je dis bien inverser la phase d'un signal, que ça soit sur le canal gauche, le canal droite ou les deux en même temps. Mais du coup, avant de parler d'Utility, est-ce que vous savez ce qu'est la phase d'un signal? Je pense que vous avez déjà entendu que la phase c'est super important, c'est la fondation d'un bon mixage. Juste pour vous donner un exemple, il y a plus d'une vingtaine d'années, j'apprenais à enregistrer en studio, en stage, et c'est là que j'ai appris à gérer cette fameuse phase à chaque fois que je positionnais des micros sur une source, surtout quand il y en avait plusieurs. Mais du coup, est-ce que vous savez aussi quelle est la représentation d'un signal audio dans votre logiciel? Et bien ce qu'on va faire, c'est que je vais vous faire un petit rappel des bases pour être bien sûr que nous parlons de la même chose. Donc ici, dans mon live, je vous ai mis un petit sinus de 440 Hz. Donc si vous ne savez pas à quoi ressemble à l'audio un sinus, ça ressemble à ça. Et là, s'il est de 440 Hz, donc de la fréquence 440, eh bien, ça veut dire que c'est un La. Si je zoome sur ce sinus, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons ici que ma piste est stéréo, donc j'ai bien un canal gauche, un canal droite. Et si je zoome encore et que j'ouvre un petit peu, qu'est-ce que nous voyons à l'écran? Vous avez une ligne au centre, cette ligne, c'est la ligne du 0 décibel. À 0 décibel, il n'y a rien. Ensuite, je vais avoir au niveau de ma sinusoïde des signaux positifs, donc qui vont vers le haut, et négatifs qui vont vers le bas. Plus ils vont aller loin vers le haut, et plus il va y avoir d'intensité, de la puissance au final ressentie au niveau de vos oreilles. Ensuite, l'écartement entre ces moments où ça passe vers le positif et vers le négatif, et quand je repère des cycles, eh ben on va appeler ça la fréquence. Donc plus normalement la fréquence est resserrée, plus un son va être aigu, et du coup plus la longueur d'onde est grande, donc la distance entre ces deux pics, et plus le son va être grave. Donc ça, c'est la base. Du coup, là, qu'est-ce qui se passe dans mon sinus ici? Si je mets le son, vous entendez aussi fort ce 440 entre votre oreille gauche et votre oreille droite. Donc, qu'est-ce que va faire Utility ici? Si j'inverse mes deux phases et que je relie le son, pour vous, ça va être à peu près la même chose. Mais regardez, là, si j'en inverse que 1, il y a un espèce de petit effet stéréo bizarre. Donc, tout ça, pourquoi? C'est parce que dans cette oreille-là, vous avez le son qui est dans un sens, et dans l'autre oreille, il a été inversé dans l'autre sens. Donc là,
vous pouvez voir que quand on joue avec cette inversion de phase, ou avec la phase tout simplement, eh bien on va pouvoir créer aussi des effets psycho-acoustiques qui sont stéréo, qui peuvent être très sympas, mais aussi très dangereux lors de votre mixage. Je m'explique. Lorsque vous allez faire un mixage, vous avez bien vu que des fois mon son est positif. Donc quand mon son est positif, il passe par-dessus, le haut-parleur il va avancer. Quand le son est négatif, le haut-parleur il va reculer. Quand il est à 0, bah, il est sur sa position 0, normalement il ne bouge pas. Du coup, un haut-parleur, il ne peut pas être physiquement à deux endroits en même temps. C'est impossible, on n'est pas là pour parler du chat Schrödinger, etc. Du coup, lorsqu'on va commencer à mélanger deux signaux audio, eh bien finalement ces deux pistes elles vont pas se multiplier ensemble, elles vont pas fusionner, on va faire une addition. C'est d'ailleurs pour cette raison que vous avez peut-être déjà entendu parler de sommation audio. Du coup, si je retourne dans live, que j'ouvre ma table de mixage ici, là, mon signal sinus ici, quand je le lance, vous voyez, il est aux alentours des moins 6 décibels. Si je m'amuse à dupliquer ma piste, si je zoome, il va se passer quoi? Je vais additionner les deux courbes qui sont exactement au même endroit, je les dupliquer, c'est la même chose. Donc qu'est-ce qui va se passer dans vos oreilles? Normalement, vous avez deviné, le son va être plus fort. Et du coup, on frôle le 0 décibel, on y est même un petit peu au-dessus. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un monde parfait, lorsque vous additionnez deux signaux identiques, ça fait plus 6 décibels. Donc ça, c'est ce qui se passe dans les logiciels. Hop là, attention, c'est le Vic du montage qui vous parle et qui voulait préciser que dans ce que je viens de dire tout de suite, comme je m'amuse à doubler un signal identique, donc finalement je double l'amplitude numérique de ce signal, c'est pour ça que le résultat est de plus 6 décibels full scale, car je double tout simplement la valeur des échantillons numériques, en faisant cette addition de deux pistes. Cependant, je rappelle que le doublement de la puissance perçue, donc quand on parle vraiment de puissance, eh bien c'est 3 décibels. Et comme je suis un mec sympa, eh bien je vous mets cette petite page que vous allez pouvoir lire à votre guise de BTS audiovisuel, qui va tout simplement vous dire que lorsqu'on utilise les décibels pour mesurer la différence entre deux signaux de puissance, eh bien le rapport de doublement sera de 3 décibels. Par contre, lorsque l'on compare d'autres grandeurs que des puissances, qui est notre cas dans le logiciel, eh bien vous aurez un rapport de 6 décibels. Voilà, c'est fini pour l'aparté. Mais du coup, que se passe-t-il si je prends exactement le même signal, mais à l'inverse? Si vous regardez ces deux signaux, hop, je vais essayer de les mettre un petit peu à la même échelle. Qu'est-ce qui se passe quand ici il est à un pic, et bah de l'autre côté il est à un creux. Donc si je lis mon premier signal, toujours mon La 440, si je lis le deuxième, vous entendez la même chose. Par contre, si je m'amuse à les lire en même temps, il n'y a plus de son. Qu'est-ce donc cette diablerie? On est dans ce qu'on appelle une inversion de phase parfaite. Vous pouvez bien voir dans ma table de mixage que à gauche j'ai du son, à droite j'ai du son, mais dans mon master, il n'y a plus rien. Ça veut dire que dans mon master, c'est là où va se faire l'addition des signaux. Et d'ailleurs, phénomène un petit peu rigolo, si je m'amuse à descendre le volume, regardez. Dans mon groupe, ici, on récupère du son. C'est fou, non? C'est-à-dire que je descends du volume et ça le monte ici. Et si je m'amuse même à monter le volume de l'autre piste par-dessus, je récupère aussi du son. Donc là, on est vraiment dans un problème de phase qui est parfait. Et ça, c'est très marrant. Et du coup, on va pouvoir enfin venir à Utility. Si je vais sur Utility ici, et que je m'amuse à inverser la phase, donc je vais donc finalement retourner le signal pour le remettre ici. On se retrouve avec le même résultat que tout à l'heure. Et cette fois-ci, quand je m'amuse à additionner des décibels, ça fonctionne bien. Ça veut dire qu'ici, je suis à 6 sur celui-là, j'ajoute du décibel ici. Et là, mon vumètre fonctionne correctement. Donc voilà le principe de base de la phase et de l'inversion de phase. Donc du coup, je voudrais juste préciser, là on parle bien d'inversion de polarité de phase. Je parle pas de phase shifting. Donc là, on est bien dans le cas où j'additionne deux signaux audio qui sont bien fixes. Les concepts avancés de phase, on va pas les aborder dans cette vidéo puisque Utility n'a des outils que pour inverser la polarité. Pour une raison spécifique que nous allons voir dans ce deuxième exemple. Du coup, dans ce deuxième exemple, je vais vous expliquer pourquoi Utility a ce bouton d'inversion de phase, et ça grâce à une situation que j'ai vécue en studio lors de mon apprentissage.
Donc sur cette image, vous pouvez voir une caisse claire de batterie qui a 2 micros pour enregistrer. Il y a un micro en haut pour récupérer le son de la frappe de cette caisse claire. Généralement, on aime bien, on a le claquant de la baguette par ici, c'est un petit peu métallique aussi grâce à l'anneau en métal. Et en dessous, je vais avoir un micro qui lui va capter un petit peu plus la résonance de cette caisse claire. C'est là où au mixage, on va aller chercher la grosseur un petit peu, le bas du spectre, les basses. Si j'observe bien cette caisse claire et que j'imagine un batteur frapper dessus, il va se passer une chose, c'est que le signal ici va être enregistré dans un sens, dans cette membrane, et là, il va être enregistré dans un autre sens finalement. Donc je risque probablement d'avoir des problèmes d'inversion de phase, comme on avait tout à l'heure avec les 2 signaux, un qui était dans un sens et un qui était dans l'autre. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré une snare d'une session que j'avais eu en mixage où j'avais eu ce problème d'inversion de phase. Donc ce qui est dingue, c'était que ces 2 snares avaient été très traitées. Donc par exemple, on va écouter celle du top. Donc là, vous entendez, la caisse claire est très claire et on entend bien la frappe. Et j'ai celle d'en dessous. Donc là, on est sur un micro très renfermé. Bon, je pense que ça avait été traité en EQ aussi. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment un son très rond. Et du coup, que se passe-t-il quand je vais mettre les 2 sons en même temps ? Est-ce que vous avez entendu le problème ou pas? Alors si oui, mettez-le dans les commentaires. Ça me fait toujours marrer cette blague des gars qui parlent de mettre dans les commentaires dans une vidéo que je vais pas pouvoir vous répondre. Mais du coup, reprêtez votre attention sur le son du snare bottom et essayez d'entendre les basses de cette caisse claire. On réécoute ensemble. Vous trouvez pas que ce son-là, là, est vachement grave, il a disparu ? Eh bien si, il a disparu. Et ça, c'est probablement à cause de problèmes de phase. Donc si je m'amuse à zoomer dans mes 2 formes d'ondes, regardez, on est en totale opposition de phase. C'est-à-dire que ici, ça va vers le haut. Là, j'ai beaucoup de petites oscillations, donc qui sont les aigus, qui sont des fréquences très aiguës, donc qui ne sont pas finalement cancel par les basses de l'autre son. Mais tout ce qui est basse et un peu long, il y a tout qui disparaît, quoi. Donc du coup, comment je peux me rendre compte de ce problème? Il y a 2 manières de s'en rendre compte normalement. La première, c'est de regarder les vues-mètres. Quand j'ajoute et que je vois que je perds de la puissance, là il y a de l'ajout, mais c'est quand même pas fou. J'ai quand même 2 signaux qui sont à -3 et -5 dB, ça devrait monter beaucoup plus. Mais la meilleure chose pour se rendre compte si on a un problème de phase comme cela, vous mettez Utility sur votre piste et on inverse. Et là, vous entendez tout de suite, là, côté gauche, comment c'est beaucoup plus fort. De toute façon, ça se voit au vumètre. Et là, si je mets à droite, je récupère mon son. Sans Utility. Avec Utility. Donc voilà à quoi ça sert d'inverser la polarité. Là, on est sur un cas évident, quand vous avez bien vu, quand j'ai zoomé la snare, on voyait physiquement toute cette inversion de phase. Par contre, il peut arriver des fois, quand vous faites du layering en sound design, vous amusez à ajouter 4 synthés qui jouent la même chose, ou même chose pour ceux qui aiment faire du layering de kick, c'est quand même très présent dans la techno aujourd'hui. Faites super gaffe à vos transitions, comme ça, entre les divers éléments, pour être sûr de ne pas créer ces problèmes de phase. N'hésitez pas à expérimenter, vous mettez un utility sur chaque piste de votre layering, vous mettez on-off et vous écoutez à l'oreille pour voir si vous avez perdu de la puissance ou quelque chose dans le bas du spectre. Ok, il est temps de passer à la suite. Donc en dessous de mes inversions de phase, je vais trouver un sélecteur du mode des canaux audio. Ça veut dire tout simplement quel canal je vais vouloir écouter et transformer d'ailleurs ensuite en stéréo. Par défaut, c'est stéréo. Si j'écoute cette boucle-là, on entend qu'elle est stéréo, on a les petites clochettes, il y en a à gauche et à droite. Si je choisis que le canal gauche, donc left, je ne vais entendre que ce qui est à gauche dans le signal, mais c'est ensuite mixé en stéréo derrière pour que je l'entende dans mes 2 oreilles. Si je choisis droite, ça sera la même chose, j'entendrai que celui de droite, et d'ailleurs on voit que l'inversion de phase ne peut se faire que sur le canal en question. Et ensuite j'ai
le swap, ça va me permettre d'inverser le canal gauche et droite, par exemple, si j'avais envie que ma stéréo soit différente. Donc du coup, à quoi ça peut servir ça? Bah moi, par exemple, je m'en sers assez régulièrement quand je réalise des enregistrements avec ces petits appareils-là. Donc ça, ces appareils-là, ce sont des micros sans fil. Vous avez donc un micro à gauche, un micro à droite et un récepteur. Ce récepteur, on peut enregistrer à l'intérieur ou on peut aussi le brancher, par exemple, à son téléphone. Comme ça, on récupère l'audio des deux micros et c'est assez pratique lorsque l'on veut faire des interviews. Ce récepteur, il peut être configuré de deux manières. Soit il va mixer les signaux audio droite et gauche. Donc là, du coup, je vais me retrouver avec une piste stéréo, mais qui va contenir les deux voix, à gauche et à droite. Donc si jamais je veux faire un montage parce que les personnes parlent en même temps, bah c'est fichu, en fait, je peux pas le faire. Ou alors, je peux dire au récepteur, sur le canal gauche du fichier stéréo, tu enregistres que le micro 1, et sur le canal droite, tu enregistres que le micro 2. Donc du coup, à l'édition, bah, sur le canal gauche, je vais avoir le micro 1, et sur le canal droite, je vais avoir le micro 2. Mais si j'écoutais mon fichier audio, et je suis désolé, je n'ai pas d'exemple avec moi, et bah j'entendrais une personne que dans l'oreille gauche, et une personne que dans l'oreille droite. Donc ça, c'est un problème. Ou dans ce cas-là, ce que je fais, c'est que je duplique ma piste. Sur une des pistes, je vais mettre left, et comme ça, j'aurai que le canal gauche, mais qui est remixé dans le champ stéréo, et sur l'autre piste, bah, je mettrai droite, et voilà, je pourrais séparer facilement mes signaux. Donc oui, petite parenthèse, hein, pour ceux qui viendraient d'un autre logiciel audio, eh bien Ableton Live ne gère pas les pistes mono, c'est-à-dire que dans d'autres logiciels, par exemple, dès qu'on vous ajoutez un son sur une piste, bah, vous êtes obligé de choisir, est-ce que je veux le signal stéréo, est-ce que je veux le canal 1, le canal 2, les deux, etc. Enfin ça, c'était à mon époque sur Pro Tools il y a très longtemps. Sur Live, comme c'est quand même un logiciel qui est plutôt dédié à la production musicale, des samples, on en balance très souvent, donc si on était obligé à chaque fois de choisir quel canal du sample on voulait écouter, ce serait l'horreur. Donc chez Ableton Live, ils ont juste décidé, on s'en fiche, toutes nos pistes sont stéréo, et après, bah, ce que tu lui mets dedans, tu choisis avec Utility ce que tu veux écouter ou pas. Ensuite, en dessous de ce sélecteur stéréo, nous avons le potard width. Le potard width, c'est pour jouer avec la largeur de votre signal. Plus je vais aller vers la gauche et plus je vais rendre mon signal mono, et plus je vais aller vers la droite et plus je vais exagérer la stéréo. Attention, avec cette exagération stéréo, il y a pas mal de phénomènes de phase qui peuvent se faire, donc il faut d'ailleurs éviter, hein, en règle générale, de trop le faire avec des sons de basse. On va écouter ça tout à l'heure. Donc là, j'ai ma petite boucle de batterie, je mets vers la gauche. Vous voyez, elle devient mono, là, les petites clochettes, on les entend plus sur les côtés. Là, quand je me remets à 100%, c'est la valeur par défaut. Mes petites clochettes, elles sont bien sur les côtés. Et voyons voir ce qui se passe quand j'exagère. Là, vous entendez bien que tout ce qui est stéréo est très exagéré. Et attention, au niveau du vumètre, ça va rajouter plein de soucis de phase shifting, etc. J'ai pas envie de rentrer dans le détail, ingé son, mais vous voyez là que sur mon master, ça fait saturer le signal, qui ne saturait pas avant. Donc c'est un effet un petit peu cool, évitez d'en abuser et surtout faites très gaffe à contrôler le son dans les basses fréquences. Si d'ailleurs je fais exactement la même chose avec ce petit synthé ici. Là, j'ai un petit synthé de Reese Bass juste en dessous. D'ailleurs qui tape un petit peu, descendre le volume un peu là, pour éviter de taper au master. Je vais pouvoir d'ailleurs le rendre mono, attention. D'ailleurs, vous voyez qu'il perd toute sa puissance. Là, c'est un autre problème, c'est parce que j'ai fait exprès de créer ce synthé avec, à la base, un signal stéréo très large. Et du coup, bah, dès qu'on passe en mono, on l'entend plus, quoi. Il perd son intérêt dans le mixage. Donc il ne faut pas en abuser. Juste en dessous, bah, je viens de vous le montrer, on a un bouton pour mettre en mono. Donc mettre en mono, justement, ça peut permettre de se rendre compte est-ce que je perds de la puissance dans mon signal s'il est un petit peu trop stéréo. Et d'ailleurs, contrôler son mixage en mono, c'est très souvent utilisé. Ça vous permet aussi de détecter si vous avez des problèmes de phase dans votre signal d'origine ou pendant le mixage. C'est pour ça que beaucoup de cartes son vous proposent à côté du bouton casque, souvent, vous avez un bouton mono ou aussi sur des contrôleurs de volume. Et bien tout à l'heure, je vous parlais aussi des problèmes de phase dans le bas du spectre. Et bien pour pouvoir essayer de solutionner
ces problèmes-là. Vous allez trouver en dessous du bouton mono un bouton qui s'appelle basse mono. Donc basse mono, ça veut dire quoi? Comme son nom l'indique, c'est pour mettre en mono les sons de basse. Donc comment ça fonctionne? Vous avez le bouton pour l'activer ici. Vous pouvez choisir une fréquence en dessous de 500 Hz. Donc ça veut dire que là, tout ce qui est en dessous de 500 Hz va être mis en mono. Et là, vous voyez, on a perdu la stéréo de tout ce qui est sub et même un peu plus au-dessus. Et d'ailleurs, pour pouvoir régler, vous avez un petit bouton casque ici. Vous cliquez sur le bouton casque. Et là, vous allez pouvoir écouter où est-ce que vous voulez appliquer votre basse mono. Là, par exemple, moi, je sais que sur ce son-là, en dessous de 60-70, on a vraiment des problèmes d'oscillation. Vous pouvez voir d'ailleurs à gauche ici, on les a perdus à droite. Parce que là, on n'écoute que ça. Donc là, j'ai bien mis en mono tout ce qu'il y a ici. Et quand je vais de nouveau le libérer, je vais peut-être pouvoir pas perdre tout ce côté stéréo un peu sympa, mais limiter la casse qu'il y avait quand je mettais la boucle de batterie en même temps. Où à chaque coup de kick, en fait, j'avais des perturbations de puissance du kick. Je sais pas si vous entendez. Moi, j'arrive à distinguer cette différence. Donc pareil, basse mono n'est pas la solution pour faire rentrer le kick avec une basse. Des fois, on peut avoir envie d'avoir un effet stéréo un petit peu sur nos sons de basse ou sons de sub. Donc comme je le dis, tout le temps, dans tous les autres tutos, ça dépend vraiment du contexte d'utilisation. Ce n'est pas parce que dans mon exemple là, ça peut améliorer la chose, que dans un autre exemple, ça va fonctionner, ou vice-versa. Donc à vous d'écouter, de faire des expérimentations à chaque fois, prenez les valeurs, mettez-les minimum, maximum, et écoutez pour voir, juger par vous-même, en fonction du contexte, si ça fonctionne ou pas. Donc on a parlé du bouton width pour gérer sa largeur, donc là on entend bien que ce bouton va élargir votre stéréo au complet ou la mettre en mono, mais il y a aussi un petit mode entre guillemets caché. Le mode caché, si je fais clic droit dessus, il s'appelle le mode mid-side. Si vous ne connaissez pas le mid-side, en gros pour simplifier, votre signal audio peut être traité différemment que en stéréo entre guillemets complet comme on faisait juste avant. Ça veut dire que du côté mid, je ne vais avoir que les sons qui se ressemblent exactement entre votre canal gauche et votre canal de droite. Et le side, ça sera tous les sons qui sont déphasés entre le canal gauche et le canal de droite et qui créent la stéréo. Du coup, en mode mid-side, il va se passer quoi? Quand je vais écouter ma boucle de batterie, quand je vais aller du côté gauche, je ne vais entendre dans mon signal, en me mettant à fond, 100% mid, donc que les sons qui sont en mono dans mon signal. Et si je vais vers la droite, je n'entends que les signaux qui sont en stéréo dans mon signal. Donc ce qui confirme ce que je faisais tout à l'heure quand je vous disais écoutez un petit peu les petites clochettes, c'est vraiment là-dessus que la largeur va se faire. Ça peut aussi vous permettre d'identifier qu'est-ce qui est stéréo et qu'est-ce qui est mono dans votre signal si vous avez un petit doute. Alors ensuite, au niveau de mon utility, je vais avoir ici le bouton de gain. Je vais pouvoir amplifier le signal jusqu'à 35 décibels ou le réduire jusqu'à moins l'infini. Et du coup, ce que j'ai envie de vous montrer, c'est que grâce à ce bouton gain, au-delà de corriger un signal qui serait trop faible ou trop fort, on va aussi pouvoir s'en servir en faisant des automations. Grâce à ces automations, on va pouvoir soit corriger un volume général pendant le mixage, ou alors s'en servir de sidechain ou même de processus créatif. Et du coup, je vais vous montrer 3 applications de ceci. Première application sympa, comme je vous le disais, c'est de faire des automations de volume. Donc je pourrais tout simplement sélectionner mon gain là sur cette piste de batterie. Là, je vais faire afficher automation, il va me montrer l'automation sur la piste. Et là, je vais pouvoir tout simplement dire tiens, si je veux faire une petite descente de niveau, hop, à ce niveau-là, à faire un petit fade avant que le son reprenne, ça va donner ceci. C'est parti.
Moi du coup, dans mon usage général, lorsque je fais des mixages de morceaux, bah, des fois je peux carrément diminuer quelques décibels lors d'une partie et remonter un petit peu. Bon, en général, on se sait qu'on fait ça dans d'autres logiciels avec les faders. Mais quand c'est quelque chose un petit peu plus sound design comme là, je préfère le faire tout simplement en utilisant un utility et en faisant ces automations de gain à ce niveau-là. Deuxième exemple, ça peut être aussi quelque chose de plus sound design. Donc là, si je m'amuse à remettre mon petit son de Reese Bass ici, qu'est-ce qui se passe? Cette Reese Bass, elle est un peu cool, mais bon, elle joue les mêmes notes plaquées là, et on s'ennuie un petit peu. Donc je pourrais peut-être essayer de lui donner du mouvement un petit peu qu'il y avait pendant la vague dubstep. Donc là, si j'ai cette Reese Bass que nous venons d'entendre, bah je n'ai pas le fichier d'origine joué en MIDI, c'est un fichier audio. Donc je ne vais pas pouvoir, par exemple, m'amuser à mettre un LFO dessus pour le faire osciller à la Skrillex. Du coup, je suis un petit peu coincé, j'ai quand même mon fichier audio qui est là. Donc là, ce que je fais, c'est que j'ajoute un LFO sur ma piste. Je vais mapper, hop, le gain dessus. Et là, bah, j'ai une oscillation qui se fait grâce à mon LFO. Et du coup, je donne du mouvement à mon son. Donc ensuite, bah, à vous de tweaker les paramètres, mais c'est bien en faisant un mapping du gain que ça se passe. Et d'ailleurs, petite nouveauté de Ableton 12, et ça fait vraiment plaisir. Quand on a mappé avec l'extérieur, on fait une automation, un contrôle, on peut maintenant quand même bouger le paramètre d'origine et la modulation va se faire sur ce paramètre d'origine et ça fait super plaisir. Avant, le bouton était bloqué, donc ça nous obligeait à remettre d'autres utilities si on voulait rebouger le son. Enfin voilà, c'était super galère. Ok, donc dans ce dernier exemple, on va regarder comment on peut faire un sidechain manuel, donc avec des automations, si on avait un problème au mixage qu'on ne peut pas résoudre avec du sidechaining classique. Donc là, j'ai une piste, j'ai fait exprès, qui est composée d'un gros kick. Donc là, effectivement, on entend que ce gros kick remplit bien l'espace. Et il a aussi un problème, ce gros kick, c'est qu'à un moment, il joue 2 fois de manière rapprochée. Zoomé, on voit bien qu'il y a eu un copier-coller audio. Moi, c'est une piste de mixage que j'ai reçue, je ne peux pas tout remodifier. En deuxième piste ici, j'ai une Reese Bass qui va jouer une seule note. Donc si je voulais avoir un effet de pompage pour qu'à chaque frappe du kick, mon Reese Bass descende, bah, généralement, vous l'avez appris sur internet, hein, celle-là, c'est la première chose qui vous a ultra satisfait, c'est de mettre un compresseur en sidechain. Donc là, j'en ai réglé un pour vous. Ma source, c'est bien le gros kick. Écoutons ce que ça raconte. Donc là, vous entendez bien qu'à chaque frappe du kick, le volume descend. Mais moi, j'entends quand même un gros problème. C'est que j'ai beau avoir mis les paramètres les plus rapides possibles dans mon compresseur, à chaque fois qu'il y a le double kick, eh bien, le son n'a pas le temps de remonter. Donc là, ma basse descend beaucoup trop forte. Et du coup, ce n'est pas le résultat que je veux. Le résultat que je veux, c'est avoir un effet de pompage régulier pour éviter ce genre de soucis. Donc pour pouvoir obtenir cet effet de pompage régulier, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un utility sur ma piste. Et ce que j'ai fait, c'est que je suis allé un petit peu plus loin pour que ça soit plus facile à mapper. C'est que j'ai mappé dans un rack mon gain ici sur un potard là pour qu'il soit au maximum, je vous montre, de 0 décibels et il descend à moins 48 parce que j'ai pas envie d'aller à moins l'infini. Et ensuite, bah, si je regarde l'automation ici, bah, j'ai dessiné tout simplement, ça prend du temps, à chaque kick, cette courbe et on va écouter ce que ça fait. Comme ça, je récupère mon effet de pompage, mais uniquement sur le deuxième kick. Et là, on a quand même un son qui est beaucoup plus maîtrisé. Ce qui est top, c'est qu'en plus, si vous vous amusez à redessiner des courbes à chaque fois, et bah, vous aurez une sonorité différente. Et là, on rentre un petit peu plus dans le mixage et aussi le sound design. Si je vous remets le compresseur en comparaison, là, c'est sans rien du tout.
compresseur. Vous entendez là cette perte de fréquence qui est moins cool? On a vraiment un effet de pompage qui est trop prononcé, alors qu'avec la méthode à la main, on a quelque chose d'un petit peu plus réactif, un petit peu plus instantané. En dessous du gain, nous allons trouver un bouton balance. Le bouton balance, bah, c'est la même chose que le panoramique d'une piste. Ici, si je vais sur ma Reese Bass et que je joue, moi je peux vous le mettre soit que à gauche, soit que à droite. Et bah là, je vais pouvoir faire exactement la même chose, mais grâce à Utility. Gérer la balance gauche à droite. Donc bien entendu, vous l'avez compris, au-delà de refaire votre réglage mixage gauche ou droite, de compenser un signal qui pourrait arriver déséquilibré, si vous voulez le remettre bien au milieu, ça c'est comme ça que je m'en sers principalement. Vous pouvez aussi vous en servir de Sound Design pour faire des basculements gauche-droite. Ça peut aussi être très pratique pour faire bouger votre mixage grâce à l'automation. En dessous, j'ai un bouton mute qui va me permettre de muter la piste, donc de couper le son. Vous entendez sur cette Reese Bass, quand je suis pas bien à 0, d'ailleurs ça fait des petits clacs, c'est normal. Et c'est la même chose finalement que cette activation, désactivation de piste. Alors pourquoi utiliser un bouton mute ici plutôt que de l'utiliser sur la piste? Et bah du coup dans cet exemple où je mets une reverb après mon son, si je m'amuse à couper mon son au niveau de la piste, je coupe toute la piste, donc après tout ça, donc j'ai pas la reverb. Alors que là avec mute, je pourrais la couper n'importe quand. Et le son de la reverb continue de bosser. Donc ça pareil pour du sound design, ça peut être assez pratique si on veut s'amuser à faire des automations de ce bouton. Donc le dernier bouton qui est juste ici, qui n'est pas le plus facile à expliquer, nommé DC, pour ceux qui ont peut-être fait le rapprochement, le groupe ACDC, c'est courant alternatif, courant continu. Donc il est en relation avec cette histoire de courant continu. Et il va pouvoir justement régler des problèmes de décalage de composantes continues. Du coup, qu'est-ce que c'est cette histoire de décalage de composantes continues? Eh bien des fois, quand on enregistre un signal audio à travers une carte son, ou par exemple moi ça m'est déjà arrivé avec un microphone qui avait un système d'amplification propre, donc un préampli, eh bien votre carte son elle peut avoir une alimentation, ou mon micro aussi avait une alimentation, et malheureusement peut-être par des problèmes d'isolation du circuit électronique qu'il y a dedans, eh bien il est possible que le signal se retrouve décalé du zéro qu'on voyait tout à l'heure quand je vous expliquais la phase. Il est décalé à cause de l'alimentation qui fait fonctionner le produit. Et du coup, c'est pour ça que le bouton il s'appelle DC pour DC Offset, c'est pour régler finalement ce problème quand on a eu un décalage du zéro sur notre forme d'onde. Du coup, sur ce site web, là, je vous mettrai le lien dans la description. Eh bien, vous avez, par exemple, là, si je zoome sur l'image, un exemple concret d'un petit décalage DC Offset. Vous voyez, le 0, au lieu d'être à 0, il est décalé du 0. Et ça, si on ne fait pas attention de régler ces problèmes de DC Offset, ce décalage de forme d'onde qui va vers le haut, ça peut vous provoquer des problèmes de phase, des problèmes de saturation, etc. Donc attention, il ne faut pas non plus l'activer par défaut sur toutes les pistes. S'il n'y a pas besoin de corriger ça, ne le faites pas, parce que ça fait quand même des filtres dans le très bas du spectre, et du coup si vous faites du traitement derrière de saturation ou même d'égalisation, ces filtres sont réamplifiés. Enfin, j'ai pas besoin de vous faire un cours pour les plus avancés d'entre vous. La moindre action que vous faites sur un signal audio, que ce soit avec des filtres ou des égalisations, ça provoque aussi des problèmes en conséquence. Tout n'est pas gratuit. Donc si vous ne voulez pas tuer votre ingé son mixage ou ingé son mastering lorsqu'il va analyser vos signaux pour finir votre mixage, n'activez pas le DC par défaut, ne le faites que par nécessité. Donc la meilleure chose pour se rendre compte, des fois quand vous avez un doute sur un sample ou quelque chose que vous avez enregistré, vous faites tout simplement un zoom sur votre forme d'onde, et puis vous checkez que votre 0 il ait l'air d'être bien à 0 quoi. Là il n'y a pas de souci. You
Et bah voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je ne sais pas combien de temps elle a duré, j'espère qu'elle sera pas trop longue et assez facile à avaler. Donc si vous avez apprécié cette vidéo, que vous l'avez trouvée utile, ou si vous trouvez qu'il manquait aussi des sujets par rapport à Utility, bah n'hésitez pas à vous exprimer en commentaire. Si vous avez des tips à donner à d'autres personnes ou des façons d'utiliser que moi je n'aurais pas pensé, même chose, envoyez des commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, hein, c'est comme ça qu'on fait connaître les vidéos sur le YouTube Game, et moi c'est aussi la seule manière de savoir si vous l'avez apprécié ou pas. Si vous ne l'avez pas aimé, bah, n'hésitez pas à cliquer 2 fois sur le pouce en bas, hein, pour être sûr de valider votre choix. Et puis bah, je vous dis à une prochaine vidéo pour un nouveau guide. Ciao!